L'autonomisation des femmes, l'humanité imaginée, tel est le thème international de la journée de la femme qui est célébrée chaque 8 mars de chaque année, le 8 mars de chaque année. Et ce soir, nous allons entrer dans ce monde imaginaire de cette autonomisation de la femme. Et avec moi ce soir, saluons et retrouvons ensemble Madame Thérèse Olenga Kalonda. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes ministre du genre, ministre de l'Éducation. Je crois qu'on va s'arrêter là par rapport à vos multiples fonctions, juste pour vous présenter. Mais parlez-nous un peu. Mais vous êtes également l'une des premières femmes, l'une des pionnières, des femmes qui ont eu à se battre pour essayer d'obtenir gain de cause par rapport à l'émancipation de la femme. Comment ça s'est passé? Quelles étaient vos motivations à l'époque, quand même? Voilà, oui, c'est vrai que je voudrais saluer d'abord par devoir de mémoire toutes ces braves femmes qui ne sont plus avec nous, qui ne sont plus de ce monde, mais qui se sont battues pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, il y a encore des combattantes des valeurs qui restent sur le terrain à se battre tout simplement. Tout simplement parce que notre conviction est que nous devons développer le pays, la nation, l'humanité. Et pour développer le pays, la nation, l'humanité, la première ressource se trouve être l'homme. Et l'homme avec H, c'est-à-dire homme comme femme. Et quand vous regardez fort heureusement, dans nos sociétés, particulièrement en République démocratique du Congo, et même dans la ville de Kinshasa, la femme est la composante majoritaire sur le plan numérique. On parle de 52%, c'est un peu plus? Tout à fait, 52%. 52% des femmes. Alors dites-nous, comment vous pensez construire et être à l'aise quand vous avez une masse qui reste marginalisée, alors qu'elle a aussi quelque chose à apporter. Et donc nous devrions nous battre. Effectivement, votre question me fait souvenir que nous avons eu le combat pour l'inscription du principe de parité dans la Constitution. Et il y a eu une bonne harmonie d'action avec les femmes qui étaient au sein de l'Assemblée. Nous avions Madame Philomène Omatuku qui était dans le bureau de l'Assemblée. Et nous avions en dehors un groupe de plaidoyers des femmes dont modestement j'ai eu à faciliter les actions. Nous avons pu rencontrer comme ça des personnalités politiques de notre pays. Souvenez-vous, c'était à l'époque de 1+4. Nous avançons beaucoup de moyens. J'étais dans le monde associatif. Un petit laboratoire, écrire, militer, combattre. Mais etc. efficace quand même, à l'époque. Oh, très efficace et très exaltant. On sentait tout le monde engagé. Les dames étaient là à tout moment, apporter des idées. Nous avons pu avoir tout notre arsenal de combat. Il faut entendre par là la maîtrise des instruments qui pouvaient nous donner ce qu'il fallait pour discuter. On aura parlé de la parité homme-femme, notamment dans le cadre des objectifs du millénaire, mais qu'est-ce que vous avez dû braver dans votre combat? Parce que là, je rappelle quand même, vous êtes l'une des ministres clés du gouvernement Kimbuta, 4 fonctions. C'est pas facile pour une femme, mais par où vous êtes passé? Qu'est-ce que vous avez dû braver comme difficulté? Bon, je vais dire honnêtement, franchement, que nous nous battons en République démocratique du Congo, mais je sais que sous d'autres cieux, il y en a qui se sont battus, qui ont eu à mener des combats plus forts que les nôtres, parce que il y en a qui ont payé de leur vie. Mais chez nous, je pense que la conjugaison des efforts fait que la femme arrive à s'imposer malgré tout. Malgré les clichés, malgré les stéréotypes. Malgré les clichés, malgré les railleries, malgré les stéréotypes, nous progressons. Nous progressons parce que le regard qu'on jetait sur la femme hier, aujourd'hui, petit à petit, même si beaucoup n'ont pas encore accepté que la femme vienne à la table des décisions, mais beaucoup se mettent à l'évidence que la femme, ce n'est pas une quantité négligeable. Vous avez parlé de 52% des femmes. Eh bien, dans la ville de Kinshasa, 79, autant des femmes sont chefs de ménage. Entendez, chefs de ménage en réalité, c'est-à-dire que ce sont les femmes qui soutiennent les ménages par leur travail. Même la femme maraîchère que vous voyez, elle apporte énormément à la construction du pays.
Hein, nous avons passé des moments difficiles dans cette ville, souvenez-vous, où on ne pouvait plus espérer voir la marchandise extérieure entrer. Ce sont les légumes de la maman maraîchère qui ont soutenu l'alimentation des Quinoises et Quinois. Et aujourd'hui, c'est celle-là, c'est cette vendeuse, c'est cette femme qui se bat nuit et jour, qui assure en premier lieu les moyens qu'il faut pour que l'enfant aille à l'école. Mais qui n'a pas droit au chapitre quand il s'agit des décisions. Vous comprendrez que c'est de l'injustice hein, qu'elle n'ait pas droit au chapitre. C'est comme ça que nous appelons ces élections de proximité pour dire que au niveau de la gestion de la cité, cette femme-là doit être présente. Doit être présente quand on est en train de concevoir les projets pour gérer sa cité. Nous voulons qu'elle soit là. Parce qu'il ne faut pas qu'on ait tendance à croire que le leadership de la femme, celle qui a droit au chapitre, c'est seulement celle qui a fait l'université, c'est celle qui est visible à la télévision, qui parle qu'on connaît. Non, nous avons dans notre société à la base, comme on dit, des femmes qui ont une intelligence supérieure, j'allais dire, qui ont une finesse pour comprendre ce qu'il y a de mieux pour la population. Et elles sont nombreuses et l'homme doit pouvoir faire avec elles. La bataille, à ce stade, on peut dire que la bataille est encore loin d'être terminée pour que l'homme arrive à faciliter quand même donner cette accessibilité à la femme. Mais reparlons un peu de ce thème international. Autonomisation des femmes et participation politique. Ce n'est pas un monde imaginaire, parce que je me dis ceux qui ont oublié qu'ils voient peut-être, qui ont oublié l'époque de la colonisation, l'époque de l'esclavagisme, qui se souviennent pas très très loin d'ici, l'apartheid en Afrique du Sud. Quand un homme n'est pas libre, quand un homme ne sait pas s'assumer, cette personne est limitée dans sa façon de s'exprimer. Et donc, nous voulons que la femme ait la possibilité de s'exprimer pleinement, de ressortir tout ce qu'elle a. Mais qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? Nous voulons. Et pourtant, il y a maintenant beaucoup plus de moyens pour que cette femme s'exprime. Nous voulons qu'elle progresse vers cette autonomie. Cette autonomie, c'est avoir les droits là où elle en a besoin. Cette autonomie, c'est avoir les moyens, qui sont les moyens techniques, qui sont les moyens financiers, qui sont les moyens situés au niveau des connaissances, si je puis dire. Que cette femme arrive à étudier, que cette femme soit alphabétisée, que cette femme voie sa technologie de travail améliorée, que celle qui est maraîchère ait accès à des facilités que nous donne le modernisme. Mais comment y arriver, madame, que cette femme voie ceci, cela, mais comment y parvenir? Ça fait longtemps quand même. C'est comme ça que nous nous battons. Je suis ministre du genre dans le gouvernement Kimbuta, vous l'avez dit. Ce n'est pas moi qui ferai tout le travail, mais vous me trouverez au combat en faisant le monitoring, par exemple avec mon collègue de l'agriculture, pour dire, attendez, on a donné des instructions, on a donné des orientations pour les tracteurs, mais vous verrez que cette femme, qui n'est pas une personne riche au départ, a difficile à répondre à ces conditions. Donc, il nous faut quand même aller à l'allègement pour donner la possibilité à cette femme de pouvoir aussi. Donc là, on est carrément en train de nous dire qu'on ne peut rien faire sans les hommes. On a besoin de cet homme-là pour que cette femme devienne autonome. Non, nous devons être réalistes. C'est comme ça que je dis, ne vivons pas dans l'imaginaire. En réalité, c'est-à-dire que quand l'occidental est arrivé, avec par exemple la scolarisation et tout, moi je me gêne pas à me dire que aujourd'hui on doit les reconnaître. Nous sommes en train de conduire l'humanité suivant les standards qui nous sont venus de l'Occident. Et quand l'Occident est arrivé, on a pensé que la femme n'avait pas droit d'aller à l'école. On a donné toute la chance à l'homme d'aller à l'école. On a renvoyé la femme à la cuisine, on a renvoyé la femme à d'autres besognes. Aujourd'hui encore, dans nos familles, hein, vous allez avoir votre jeune sœur, votre jeune frère, vous trouverez normal qu'après avoir mangé, que la jeune sœur débarrasse la table, qu'elle aille faire la vaisselle, mais que le roi, votre jeune frère, ait un moment de loisir, qu'il aille pour ses devoirs. Ce sont toutes ces choses que nous devons changer pour que la jeune fille ait aussi la possibilité d'augmenter ses capacités. Mais aujourd'hui, l'homme qui a eu toute cette chance depuis des siècles doit pouvoir comprendre que nous partons sur un terrain qui est un peu décalé et la femme est au bas de l'échelle. Il faut la remonter sur le même niveau et ainsi
nous pouvons parler le même langage. Et aujourd'hui, l'homme a tous les avantages, il faut les reconnaître. Quand j'ai dit l'homme, c'est en général. Hein, il y en a qui n'ont pas autant d'avantages que les hommes, que les femmes, mais on regarde sur le plan général. On dit, bon, écoutez, nous allons user de tous les moyens qu'il faut, les moyens honnêtes et corrects. Mais ils n'ont pas ces hommes. C'est un peu comme pour le droit de vote dans les années 70 ou je sais pas moi. Il fallait se battre, il fallait carrément arracher cela, puisque par la manière dont ces hommes-là ne veulent pas faciliter la tâche à la femme. Bon, c'est pour vous dire et confirmer encore que la femme, c'est un être fort. Parce que nous n'allons pas abandonner. Nous allons continuer. Et comme sous d'autres cieux, nous allons pouvoir finir par obtenir gain de cause. La France a connu cela, les autres pays ont connu cela, mais aujourd'hui ils sont en train de progresser. Et aujourd'hui, le regard de l'extérieur, et cet extérieur qui est composé d'hommes et de femmes, et qu'une nation est respectée de par la place qu'elle réserve à la femme dans sa politique. Et quand on a compris cela, vous verrez que on regardera aussi le Congo d'une autre manière. Alors, on va essayer de parler, vous avez dit autonomisation des femmes et participation politique. Comment analysez-vous cette femme politique ou la façon d'être de cette femme politique ici en RDC? Vous pensez qu'elle est à la hauteur? Elle est plus qu'à la hauteur parce que le Créateur a voulu avoir l'humanité équilibrée. Si Dieu avait voulu, il se serait arrêté à créer l'homme et il aurait finalement rendu un monde autre que celui actuel. Quand il a fini de son œuvre de création, il l'a terminé. Normalement, il aurait pu la terminer par l'homme, mais il a pensé qu'il fallait créer aussi la femme, être semblable à l'homme. Et je pense qu'il est clair que Dieu a mis dans la femme des valeurs spécifiques, de par sa nature. C'est pas forcément ce qu'on voit surtout au Palais du Peuple, madame. Non. Même pas à l'Assemblée provinciale, ces femmes-là. Qu'est-ce que l'on ne voit pas? Non. C'est à peine si on est arrivé à avoir au moins une loi, une proposition de loi issue des femmes, c'est un problème. Madame, les propositions de loi qui passent, vous voulez peut-être que ça soit la femme l'initiatrice de la loi. À l'Assemblée provinciale, nous sommes en train de travailler sur une loi initiée par une femme. Une proposition de loi. Enfin. En l'occurrence, en 8 ans, 9 ans. Suzanne Boulouillou. En 9 ans, depuis 9 ans qu'elles sont là. Mais elles ont une participation active. Il ne faut pas généraliser. On peut avoir des cas, des personnes qui sont là, à qui Dieu n'a peut-être pas donné la capacité de parler, mais à qui Dieu a donné d'autres capacités d'action qui sont peut-être des actions fortes. Elles ont été mal orientées. Des actions fortes peut-être qu'on ne voit pas. Des actions fortes qu'on ne voit pas. Il faut aussi vous souvenir qu'au niveau de l'Assemblée, il y a des règles. Il y a des règles parfois pour la prise de parole par rapport à certains sujets. Il faut aller dans le moule du groupe parlementaire. C'est quand même le seul endroit où la femme peut s'exprimer librement. Nous avons des braves femmes. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'appeler une dame pour la féliciter parce que j'ai suivi son intervention et que j'étais d'accord avec elle. Notez que bon, c'est 50 femmes sur 500. À l'Assemblée, donc vous comprendrez que les hommes soient les plus nombreux. Mais raison de plus pour que les 50 là puissent... C'est quoi, 10, 11 femmes sur 48? Les 50, les 11 doivent prêcher et faire montrer aux autres que la femme peut... À l'Assemblée provinciale, je suis parmi les ministres qui ont été les plus interpellés. Et chaque fois que je suis interpellée, je vois mes sœurs, femmes, comment elles montent, au micro, pour pouvoir... comment on dit, me poser des questions utiles et je les sens proches de la population et je sens que leurs préoccupations sont fondamentales. Alors on va faire un petit bilan de l'un des objectifs du millénaire pour le développement, parler enfin de cette parité. Oui. 2 femmes au sein du gouvernement Kimbuta seulement, à peine 6 dans le gouvernement Matata, là on parle que des institutions. On est loin de la parité. On n'a pas atteint ces objectifs, en tout cas en RDC. Bon, je dois reconnaître que c'est une faiblesse. Mes collègues hommes ne doivent pas pouvoir m'en vouloir. Nous venons de terminer un forum des ministres provincial du genre. J'ai dressé un tableau, je n'ai pas tous les éléments en tête.
le tableau n'est pas florissant. Parce que quand nous regardons les institutions de la ville, la première institution qui est l'Assemblée provinciale au bureau, nous n'avons qu'une femme, rapporteure adjointe sur 5. Dieu merci, nous avons quand même 11 femmes sur 48, ce n'est pas encore les 30%. C'est vrai qu'au gouvernement, nous sommes 2 femmes. Sur 10, ce n'est pas... Il n'y a pas de femmes compétentes. Ce n'est pas assez. Ce sont des compétences qui manquent aux femmes congolaises. Les femmes compétentes... Où on est toujours dans les préjugés. Non, je pense que les femmes compétentes, il y en a assez. Il y en a assez, nous devons nous battre beaucoup. Mais pas assez pour accéder à des postes de décision. Non, je voudrais que tous les responsables à chaque niveau comprennent et nous accompagnent. C'est comme ça que, par exemple, pour obtenir l'inscription de la parité, le fameux article 14 pour lequel nous nous sommes battus, pour obtenir le vote de cet article au sein de l'Assemblée, en amont, nous sommes allés voir les chefs des partis qui devaient donner les mots d'ordre ou encadrer la réflexion. Je préfère mot d'ordre, c'est un peu fort, mais encadrer la réflexion et les votes de leurs représentants au sein de l'Assemblée. Pour qu'on puisse favoriser la femme, en fait. Pour qu'on comprenne. Favoriser, nous avons besoin parce que des dispositions la méritocratie, apparemment, on n'en a pas besoin dans la parité. Madame, mettons-nous d'accord. Il ne faut pas tomber dans le piège de ceux qui ont tendance à dénigrer la femme. Le mérite, c'est aussi donner la chance à ce que ce mérite s'exprime. Quand vous ne m'avez pas donné la chance que je vous démontre ce dont je suis capable, vous n'allez pas dire que parce que je n'ai pas été élu, j'aurais pu, Olenga n'est pas être élu. Vous ne m'aurez peut-être jamais eu devant votre micro. Mais il a fallu que quelqu'un pense à me mettre dans son gouvernement. J'ai pu m'exprimer et il y a beaucoup qui sont dans des situations, je ne dis pas que je suis brillante, mais au moins je me dis que j'arrive à être considérée. Et il y a beaucoup qui ont cela. Et il ne faut pas croire, parce que j'entends les hommes dire « Ouais, mais vous voulez qu'on vous donne tout sur un plateau d'argent. » Mais mon Dieu, ce n'est pas donner tout sur un plateau d'argent. C'est donner des chances égales. En regardant la configuration des parlements du monde, savez-vous que c'est le Rwanda qui est au numéro 1 du monde, y compris les sociétés occidentales, par rapport à la participation de la femme? Vous pensez que toutes celles qui sont là sont de loin plus brillantes que toutes les autres Rwandaises ou toutes les compétences que nous pouvons avoir dans notre pays? Non, c'est un gouvernement qui comprend, qui a aligné les femmes au premier plan. Et aujourd'hui, regardez, je ne voudrais pas créer des incidents diplomatiques, mais ils ont tellement facile à se faire ouvrir des portes à l'extérieur. Ils ont tellement facile, les Rwandais facile à se faire ouvrir des portes, parce que d'abord on regarde et on dit tiens, mais c'est un gouvernement qui avance. Et donc, moi, je voudrais que les hommes qui sont avec nous comprennent, on a donné des facilités, des quotas. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont allées se battre aux élections. Il y en a qui se battent et bien mieux que les hommes. Et à tout point de vue d'ailleurs. Et donc, aujourd'hui, moi, je pense qu'on ne doit pas penser que parce que j'ai été nommée et que je n'ai pas ces compétences, et que j'ai été oubliée par votre attention, que je n'ai pas ces compétences. Vous avez vu combien de journalistes compétentes, avertis nous avons dans cette République? Ça date de combien de temps? On les comptait sur les bouts des doigts, on connaissait leurs noms. Aujourd'hui, vous êtes tellement nombreuses, compétentes, et avec un sens des réparties extraordinaire, avec une connaissance de la politique, des dossiers techniques, peut-être mieux que moi. Vous assistez à autant d'activités, etc. Et c'est pour dire que les femmes ne sont pas rares. Si vous en avez qui foisonnent maintenant dans votre métier, imaginez qu'on n'avait pas des femmes entrepreneurs, femmes chefs d'entreprise, femmes grandes responsables des grandes banques, femmes ingénieurs, femmes qui nous inventent les robots. Femmes, on progresse, pas au rythme que nous voulons, mais nous progressons beaucoup et ça, il faut le reconnaître. Et je peux vous dire, je peux vous assurer qu'il y a encore beaucoup de potentialités cachées qu'on ne connaît pas. Et donc, l'une de nos résolutions au Forum des femmes ministres, c'est que nous devrions arriver à produire un répertoire qui est une sorte de banque ou de base de données des femmes avec leur profil, avec leurs compétences et tout ça. Et vous verrez que nous en avons des milliers. Des femmes professeurs, on en a autant, des femmes scientifiques, etc. On n'avait pas ça. Mais nous avons, il suffit de regarder autour de soi et ne pas croire que
les femmes n'existent pas. Il y a énormément de femmes. Des femmes de ménage. Moi, je connais les femmes épouses d'eux, à qui le mari n'a peut-être pas donné l'occasion de s'exprimer. Mais c'est des femmes qui feraient des députés extraordinaires, les épouses d'eux. Parmi celles que moi, je fréquente, quand je regarde, j'admire. Je dis, mais bon, elle est épouse, elle aurait pu être active. Mais le mari va dire, non, ma femme, c'est pour chez moi, à la maison. C'est là où je dis, on faut quand même arracher sa liberté. C'est pour les enfants. C'est bien le mariage, dans nos traditions, c'est quelque chose de sacro-saint. C'est bien le mariage parce que nous devons refonder la famille. C'est bien cet équilibre qui est créé, mais c'est bon aussi que l'homme comprenne que autant la femme peut donner à la maison, autant la femme peut donner à l'humanité. Parce que quand elle peut donner à son quartier, à sa commune, à sa localité, à sa ville, pourquoi pas à sa nation. Mais vous renvoyez tout chez cet homme-là, alors que la femme elle-même, qu'est-ce qu'elle peut faire pour justement arracher? Parce que tout, c'est l'homme, que l'homme vous donne la chance, que l'homme vous facilite ceci. Madame Élisée Odia, ce n'est pas l'initiative de l'homme si nous avons eu le principe de la parité. Vous avez vu comment nous nous sommes battus sur la loi électorale. Pendant que les femmes se battaient, il y avait un noyau de femmes qui se battaient. Toute l'humanité s'est focalisée sur le glissement, parce qu'on aime bien les termes, glissement. Mais nous avions aussi un autre enjeu qui était là. Là, vous avez été débouté à la fin. Des dispositions favorables pour que la femme aux élections prochaines qui arrive à se positionner. Nous nous sommes battus. Qu'elle arrive à avoir des quotas, des sièges au sein de l'Assemblée. réservés. Cet homme est majoritaire au sein de l'Assemblée. Ce n'est pas mal du tout. Je viens de vous démontrer que ne croyez pas que c'est parce que je suis allé. Et même, tous ces hommes, vous voulez tellement les vanter, qui vont, bon, j'ai rien contre les hommes. Ils sont tellement intelligents, tellement malins. Qu'ils arrivent à dribbler les femmes. Dites-moi, au fait, c'est bien, mais tous ceux qui sont là, au Parlement, parce qu'ils sont quoi? 450 comparativement à 50 femmes? Tous sont si intelligents, si beaux, si performants, si compétents. Et même en termes de gestion, il y a eu un audit dans ces pays, des entreprises, de l'État. On oublie vite. Il a été démontré que les femmes sont les meilleures gestionnaires. On en fait quoi? Mais pourquoi les décideurs n'arrivent pas à nous donner des places? C'est comme ça que nous voulons. C'est la mentalité. Nous voulons que ces décideurs comprennent. Nous voulons que ces femmes aillent militer dans des partis politiques. Et nous voulons que dans les partis politiques, que les femmes ne soient pas là que pour applaudir, que les femmes assistent aussi dans les comités où on décide des choses, parce que vous savez qu'un comité, un parti politique organisé a tout ça en gouvernement en puissance. C'est-à-dire que bon, j'ai un spécialiste de l'environnement, j'ai un spécialiste de l'éducation, j'ai un spécialiste, donc Madame Olinga est remplaçable. Et ces personnes sont outillées. Et donc nous voulons que dans ces structures-là, que les femmes aussi soient là. Beaucoup n'ont pas voulu faire la politique. C'est comme ça que nous voulons que cette politique soit saine, qu'elle soit bonne pour ne pas effrayer la femme. Mais en même temps, nous disons à la femme, elle brave beaucoup plus. Je me rappelle une sœur aînée qui disait à l'époque, vous mettez un homme, une femme, vous mettez un bébé devant vous, vous voyez un lion progresser, l'homme peut fuir. Mais la femme, pour son enfant, va braver le lion. Alors je voudrais que vous puissiez me dire, des deux êtres, lequel est le plus fort? Parce que l'homme va peut-être hésiter, mais la maman va braver le lion pour sauver son enfant. Donc elle n'est pas si fragile qu'on le pense. Elle n'est pas du tout fragile. Si vous en doutez, moi, je n'en doute pas du tout. Alors, pour accéder à des postes de décision, l'un des moyens, c'est passer par le banc de l'école. En préparant cette émission, j'ai fouiné un peu dans les statistiques en 2016. Entre 2007 et 2008, le taux de scolarisation à Kinshasa était à 11%. Depuis, ça a évolué. 11%? Vous tenez d'où? Entre 2007 et 2008. Non, et moins de 3% dans les analysons autres provinces. Les choses... Des filles, hein, je voulais dire. Analysons d'abord les choses scientifiquement. Numéro 1, nous avons un défi dans ce pays. Je ne voudrais pas entrer dans les débats politiciens. Mais je veux sur le plan scientifique. Pour avoir le véritable taux de scolarité, nous devons avoir la maîtrise de la population scolarisable. D'où l'intérêt du recensement.
Et donc, nous avons des choses à peu près. Nous avons des approximations en termes de chiffres, en termes de nombres. Néanmoins, une étude a été commandée par le gouvernement central, le ministre Maquet. C'est l'UNICEF qui a mené l'étude pour nous déterminer le taux, le nombre des élèves en âge de scolarité, mais en dehors du circuit scolaire. C'est vrai, dans la ville de Kinshasa, j'ai environ 700 000 enfants en dehors du circuit scolaire. C'est énorme. C'est énorme. On ne peut pas accepter cela. Si on dit que la population est de 8 ou 10 millions, évidemment, il faut encore la tranche d'âge, mais nous savons que notre population est jeune. Donc, dans cette tranche d'âge, j'ai 700 000 qui dépassent le demi-million en dehors du circuit scolaire. Ce n'est pas très encourageant. Mais quand nous rentrons maintenant par rapport à ceux qui étudient, sur le plan de la scolarité, c'est vrai qu'il y a ce défi, ce gap. Nous nous battons énormément pour le réduire. Et j'espère que dans 2-3 ans, si une autre étude descend sur le terrain, vous verrez qu'on a progressé. Je suis convaincue de cela par rapport aux stratégies qui sont développées. Et par rapport à la parité filles-garçons, je suis fière. Je suis fière. On est à peu près dans combien de pourcents en 2014 on a atteint le pourcentage, même en allant en faveur de la fille, même 51-49 pour l'école primaire, donc en faveur de la fille. Ça veut dire beaucoup. Mais il y a un autre problème. problème. Dire que les parents ont commencé à comprendre qu'il est important d'envoyer aussi leurs filles à l'école. Mais nous avons un problème en progressant, c'est retenir ces enfants à l'école. Et donc là, les statistiques s'inversent. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les filles abandonnent. D'où cette lutte engagée. Et moi, j'ai signé l'acte d'engagement. Je vous invite à passer aussi chez UNICEF, informer les autres, à passer, signer cet acte d'engagement contre les mariages précoces. Que nos enfants n'aillent pas se marier tôt, que nous puissions nous mettre dans cette campagne que nous allons lancer et que nous puissions progresser pour que la parité continue non seulement au secondaire, mais que nous allions aussi avec cette parité au niveau universitaire et même dans l'enseignement technique et professionnel, que nous ayons quand même un peu plus de filles. À propos des 1000 écoles sans République démocratique du Congo, et c'est bon si j'ai déjà une centaine que j'attends dans la ville. Il y en a qui sont en construction. Mais vous savez qu'encore en construction, vous savez que chaque fois qu'on construit une nouvelle école, c'est une nouvelle structure, c'est une nouvelle prise en charge, c'est des enseignants qu'il faut payer, c'est toute cette administration. C'est toujours un budget important. C'est toujours un budget important qu'on est tenu à prendre en charge parce que... Mais ça ne suit toujours pas. Parce que de toute manière, qu'on le veuille ou non, la démographie, vous voyez la montée de la démographie, elle est exponentielle. Et vous comprenez bien que le nombre des apprenants ou des candidats à l'apprentissage augmente de jour en jour. Quand je suis venue dans la ville, je crois que j'avais 1 million 200 élèves par là, 1 200 000, 1 300 000 élèves primaires, maternelles, primaires et secondaires confondus. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1 600 000 élèves. C'est dire que chaque année, le nombre augmente et donc chaque année, on doit construire des nouvelles infrastructures, créer des nouveaux postes de prise en charge et faire en sorte que la proportionnalité soit bien établie entre la progression de la population et l'offre des infrastructures, des services et des encadreurs. Madame la ministre, on va très bientôt terminer, mais j'aimerais que vous puissiez parler un peu de ce phénomène de viol, surtout dans les écoles. Oui. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rapports par rapport à ça, décriés par certaines ONG? C'est un fléau de plus en plus en propagation dans certaines écoles. Et qu'est-ce que le gouvernement fait, le gouvernement provincial fait pour y mettre un terme? Hélas, je voudrais peut-être que vous retiriez le terme fléau, parce que quand ça deviendrait fléau, je crois que nous perdrions toutes les femmes perdraient le sommeil. C'est vrai que c'est déjà très poignant ce qui se passe dans certaines écoles aujourd'hui. Je suis obligée de dire la vérité, d'avouer, hélas, que nous vivons des cas de viol dans nos écoles et que comparativement à hier, aujourd'hui, on peut dire que cela a progressé et c'est fort malheureux et c'est fort dommage. Nous avons toujours cette réaction, heureusement que nous avons une coordination
provinciale de la lutte contre les violences sexuelles et la présidente et la chef de division du genre qui travaillent avec moi, et je suis très attentive par rapport à ce qui se passe dans ces secteurs. Nous nous battons avec l'accompagnement des partenaires beaucoup plus outillés que nous en la matière. L'accompagnement, je voudrais citer par exemple la Lisadel. C'est une ONG qui nous accompagne beaucoup parce que quand vous tombez dans ces cas, il faut hélas suivre les méandres de la justice. Ce n'est pas toujours accessible pour tout individu de comprendre l'avocat comment rester en justice. Donc nous avons cet accompagnement judiciaire et nous prenons aussi en compte cet accompagnement médical, et il y a autant de choses qui se font. Il y a plusieurs composantes quand il y a des cas de viol, mais aujourd'hui je devrais me féliciter qu'avec l'accompagnement de l'UNESCO sur financement du gouvernement ou de la coopération du gouvernement canadien, je vais dire, nous avons terminé il y a 2 mois, je pense, l'élaboration de la stratégie la stratégie provinciale de communication pour le changement de comportement. Parce que nous disons, il faut aller puiser loin dans les racines pour pouvoir extirper ce mal. Nous voulons amener les uns et les autres à changer de comportement. Nous voulons que cette stratégie qui est en train d'être, chaque province est en train de s'organiser, nous voulons qu'elle soit validée au niveau national, mais nous, au niveau provincial, nous progressons avec les actions dans ce sens. Et je voudrais saluer par exemple les jeunes avocates qui m'ont amené dans une belle activité Angeli, où nous avons travaillé avec les tribunaux, je ne me connais pas trop dans les méandres de la justice, il ne faut pas que je raconte des histoires, mais on a travaillé avec ces magistrats pour faire comprendre que nous avons une réalité dans les écoles et nous voulons qu'au moment où il faut distribuer les droits, que justice soit faite. Qui sont les bourreaux dans la plupart des cas par rapport à ces enfants violés? C'est les professeurs ou Il y a des cas des enseignants, je dois l'avouer, et malheureusement il y a aussi des cas des irresponsables. Des cas des irresponsables, j'en ai déjà enregistré en mémoire, je peux dire 2, 3, et quand on me dit 2, 3, c'est trop, sentinelle de l'école. Vous vous imaginez, vous êtes une maman, vous venez vous déposer votre enfant à l'école, et puis parce qu'un enfant a traîné un peu, on vous apprend que la sentinelle a abusé de votre enfant. Vous imaginez ça? Et donc nous ne pouvons pas accepter, en tout cas quand cela est porté à notre connaissance, nous réagissons de manière vigoureuse, et pour les enseignants aussi, et c'est comme ça que je soutiens parfaitement et fortement que cette impunité quitte et qu'on ne nous amène pas dans les méandres compliqués quand il faut sanctionner quelqu'un qui a agi de cette manière-là. Je pense que la représentante du chef de l'État qui est en charge des violences sexuelles va trouver le temps de se pencher aussi sur les cas qui se passent dans nos écoles, parce que souvent l'attention est portée dans des zones de conflit, mais dans des zones non en conflit, il se passe aussi beaucoup d'horreurs qui demandent qu'on puisse agir déjà à la base. Thérèse Olenga, merci d'avoir été de notre ce soir. Hier, la journée de la femme, c'était plus confondu à la journée des pagnes. On a l'impression que cette effervescence autour du pagne est en train de baisser. Est-ce une victoire pour les femmes? Vous pensez que la femme aujourd'hui est résolument tournée vers sa priorité ou ses priorités? Je pense que c'est délicat. Délicat, il faut qu'on se comprenne bien. Et sur le plan général, je reviens toujours. Je n'aime pas beaucoup quand on a tendance à dénigrer ce que fait la femme. Je vais vous dire franchement que hier, peut-être que nous avons dit pas de pagne au moins le jour de la célébration du mois de la femme, mais on a bien eu des pagnes, n'est-ce pas? Pour le 1er mai, on n'a pas eu des pagnes dans ce pays. Pour le 30 juin, on n'a pas eu. On n'a pas eu. Pourquoi on n'a pas fait autant de bruit autour de ça? Pourquoi seulement quand il s'agit du pagne de la femme, on en fait une histoire? Et là, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Mais je reviens pour dire
que le pagne, c'est notre tenue nationale. Nous ne pouvons que le valoriser. Et en l'occurrence, le pagne utilisé à l'occasion de la célébration du mois de la femme, c'est un pagne à thème. C'est pour dire que nous avons un message à communiquer, nous la posons sur le pagne. À tout moment, quelqu'un qui voit se souvient de quel thème il s'agit, c'est lui qui a conscience, réfléchit par rapport à ça. C'est un outil de communication. Et pourquoi ça permettait au ministère peut-être d'avoir un lot à donner aux démunis qui n'ont pas de pagne, à qui on devait donner. Mais vous pouvez le faire, de toutes les façons, prenez d'autres pagnes. Mais, oui, des pagnes qui ne sont pas thématiques, alors nous tombons dans le piège. Mais quand vous allez donner à ces femmes-là qui n'ont pas étudié du reste, ils n'ont rien compris. Ne vous inquiétez pas, il y a toujours quelqu'un pour interpréter et expliquer. On les mettait en toutes les langues, il y en a qui ne savent pas lire, écrire, etc. Mais je vais terminer pour dire que le malheur, c'est quand on a pris les pagnes en voulant confondre que la fête de la femme devient la fête du pagne. Des personnes qui voulaient se tuer, avoir le pagne et tout. Je crois que nous avons pris un moment de réflexion. Peut-être que demain, après-demain, on pourrait de nouveau reproduire les pagnes comme support de communication. Mais il faut que la femme comprenne. Et aujourd'hui, je pense qu'avec ce moment d'arrêt, que quand le pagne est là, c'est comme un t-shirt, c'est comme une casquette, c'est un outil de communication. On ne célèbre pas le pagne. Il ne faut pas aller assassiner son mari parce qu'il n'a pas ramené un pagne. Il ne faut pas non plus penser que parce que les femmes ont porté les pagnes et que sur des millions de femmes qui ont défilé, il y a une dizaine qui s'est retrouvée dans un bistrot à danser, que toutes les femmes sont allées danser à l'occasion. Non, je refuse qu'on nous dénigre à ce niveau-là, mais je suis d'accord que les femmes comprennent l'importance du pagne et ne pas confondre le pagne avec la cause noble que nous défendons. On me fait déjà signe par mon réalisateur que je n'ai plus de temps, mais c'est quand même le mois de la femme. Je me permets, j'espère qu'ils vont m'accorder cette indulgence. Je vous accorde 1 minute, 30 secondes pour vous adresser à ces femmes congolaises, mais quinoises en particulier, par rapport à ce mois, par rapport à la journée de 8 mars. Autonomisation de la femme et participation politique. Je voudrais dire d'abord bonne fête à toutes les femmes, mais bonne fête aussi aux hommes qui nous accompagnent et bonne fête même à ceux qui n'ont pas encore compris, mais je suis convaincue qu'ils vont comprendre déjà dès demain, qui doivent nous apporter en fait leur compréhension par rapport à la marche de la nation, à la marche de l'humanité. Je voudrais inviter les femmes à être alertes. Les élections s'annoncent et les élections locales, municipales, provinciales, urbaines sont les élections qui sont les plus à même d'être portées par les femmes. Et je voudrais que les femmes soient attentives à voter utile. Et voter utile, c'est voter pour des personnes qui feront avancer des projets de société. Bonne chance et que Dieu accompagne chacune et chacun d'entre nous. Merci. Et merci à Congo Web. Félicitations par rapport à ce que vous faites. Félicitations à Gabriel Chabani, je pense, qui va nous ouvrir une tribune pour parler avec les femmes de Congo Web et les hommes, pourquoi pas. Le ministère aujourd'hui, c'est le ministère du genre. Et qui aurait une activité pour commémorer ce mois de la femme qui nous amènera jusqu'au début avril. Je vous remercie également. J'espère qu'il a bien suivi et ne manquerait pas. Je crois que c'est l'un de rares patrons qui réserve une place de choix aux femmes. Il n'y a qu'à voir. Les femmes sont choyées à Congo Web. Et je crois qu'elles le méritent également. Bonne fête donc à toutes ces femmes de la rédaction de Congo Web. Pas seulement de la rédaction, mais de tout Congo Web. Bonne fête à vous, mais également bonne fête à toutes les femmes de Kinshasa, de la RDC, avec une pensée à l'endroit de toutes celles-là qui subissent encore les violences ici au pays, mais également un clin d'œil spécial à ces jeunes filles toujours retenues au Nigeria. Ça fait comme ça plusieurs mois. On pense à vous pendant tout ce mois de la femme et surtout pendant tout ce mois, on donne la parole aux femmes, vous qui avez une vision, des convictions et que vous tenez à tout prix à les défendre. On est là pour vous, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous recommande vivement notre lien YouTube. Vous pouvez resuivre cette émission sur YouTube, mais également appelez-nous par le biais du numéro affiché en bas de l'écran. On sera toujours là pour nous. En attendant, on vous souhaite de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la première télé interactive en République démocratique du Congo. Au revoir et à très bientôt.